Je vais vous demander d'applaudir Monsieur François Musy qui est avec nous. Réellement. Simplement parce que normalement c'est lui qui fait du son et là c'est bien que ce soit vous un peu qui lui rendiez un petit quelque chose. Je suis très ému en fait d'être là parce que François Musy c'est quelqu'un qui est apparu sur des génériques lorsque je finissais mes études, lorsque j'allais au cinéma. Et habituellement, les noms se perdent dans le générique, tellement il y a d'individus. Et j'avais été très troublé de pouvoir lire son nom très distinctement dans les films que j'allais voir. Et ma question première serait celle-ci. Comment débute-t-on dans le cinéma en travaillant tout seul, en étant seul à la responsabilité de plein de choses qui sont la prise de son, le montage, le mixage? Comment se passe ce début? Avec beaucoup d'inconscience. Non, je pense que j'étais très jeune et j'ai eu l'opportunité de rencontrer un cinéaste que vous connaissez, voilà, qui, par le biais du hasard, et a fait qu'au début d'un film, il m'a posé la question si je voulais le faire. Et je pense qu'à 24 ans, on est totalement inconscient. Voilà. Et puis c'est bien de l'être. Hein. Puis voilà, je venais de finir les Beaux-Arts, qui avait ouvert une section cinéma à l'époque. Et puis après, l'avantage, c'est de commencer avec ces gens-là qui avaient déjà cette expérience et que c'est une merveilleuse école. Voilà, ça a été ça. Après, il faut cultiver la chance. Hein. Donc en fait, les étapes, parce que juste avant les Beaux-Arts, il y avait une école qui avait donné quelques bases techniques un peu. Oui, alors moi, j'ai fait de l'électronique. Alors évidemment, c'était plus simple, mais c'est plutôt mon rapport aux machines. Donc voilà, c'est vrai que effectivement, j'ai eu un rapport avec les machines qui n'était pas celle que peuvent avoir des gens qui pourraient être angoissés par rapport aux machines. Je pensais qu'elles étaient là pour nous rendre service. Machines qui avaient beaucoup de boutons à l'époque. Elles en ont toujours autant. Oui, mais il y a beaucoup plus d'électronique derrière. On met un peu moins la main dans les microprocesseurs. À l'époque, on branchait des choses, on connectait beaucoup. Ça n'a pas changé. Là, vraiment, ça n'a pas changé. Moi, je pense que de toute façon, plus le chemin est court entre le micro et le support d'enregistrement, mieux on se porte. Mais autrement, la philosophie, on va dire, des bonnes machines qui enregistrent le son n'a pas vraiment changé. On a eu des améliorations, ça c'est sûr, parce que la technique aujourd'hui permet certaines améliorations, mais autrement, enregistrer du son, c'est toujours la même chose. Alors, donc, des études un peu techniques, des études de beaux-arts, et ensuite, tout de suite, on se lance. Hein. Ça commence par un cours, et ensuite, c'est directement un long, avec beaucoup de responsabilités, parce que là, sur le long, responsable de tout, en fait. Oui, mais je crois que c'est vraiment... Aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais j'étais totalement inconscient, mais en même temps, c'est génial, parce que du coup, il n'y a pas d'appréhension. En même temps, voilà... Et est-ce que la présence de Raoul Coutard aidait beaucoup? Parce que dans le domaine de l'inconscience, il est pas mal aussi. Non, alors ça a surtout été les gens tous bienveillants. C'est ça qui est, mais même de la part de Jean-Luc, je veux dire, ces gens étaient bienveillants. C'était pas du tout, voilà, j'ai plutôt été protégé qu'autre chose. Alors, là, maintenant, j'aimerais parler du film qui a été projeté. Comment on prépare un film sur quelqu'un qui se paye le luxe de chanter en n'ayant pas trop de prédisposition au chant, en fait? Comment on se lance là-dedans? On dit, on va faire chanter l'actrice Ouais, c'était bon, d'abord, c'est une histoire que Xavier avait en tête depuis très très longtemps. Donc c'est, bon, pour ceux qui ont vu le film, vous savez tous que c'est basé de l'idée de cette femme qui s'appelait Florence Forrester Jenkins, qui était une américaine. L'histoire vraie se passe dans les années 40, alors que le film a été déplacé dans les années 20, parce que pour rendre son histoire romanesque, c'était plus intéressant de montrer ce film au moment où il y a la période Dada, où je vais dire tout d'un coup, il va y avoir des choses qui vont changer et qui va permettre à cette femme d'avoir un regard de certaines personnes quand même bienveillantes sur elle. Voilà. Après, la question chanter faux, c'est relativement super compliqué. Et chanter La Reine de la Nuit faux, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que c'est quand même
même quelqu'un qui ne sait pas chanter, qui voudrait chanter La Reine de la Nuit, vous n'y arrivez pas. Donc il fallait que ça soit ce truc un peu étrange, qui est à la fois quand même l'effort physique et tout, le drame que ça engendre, voilà, donc il y a eu un travail sur différents stades où on a pu justement travailler pour arriver à ce résultat. Alors, le paradoxe de ce qu'on obtient, en fait, c'est un film qui forcément s'appuie sur le playback, ces prises un peu choisies et très travaillées du chanté faux, alors même que c'est un film qui repose entièrement sur de la prise directe. Oui, mais il y a même des bouts qu'on a gardés en direct, on a fait des mélanges. Non, mais ce que je trouve, bon, la grande réussite de Xavier sur ce film, c'est d'avoir pris un personnage qui chante faux, et c'est horripilant la première séquence de ça, et de rendre ce personnage attachant. C'est-à-dire qu'il y a un côté où tout d'un coup, on est, je veux dire, le public, ça fonctionne avec le public parce que le public est attaché à cette personne-là, et c'est quand même derrière ça, bon voilà, ça raconte plein de choses, à la fois son émancipation, une histoire d'amour, le regard d'un homme sur cette femme qui veut, voilà, c'est quand même ça que je trouvais qui était vraiment quelque chose de complètement romanesque, quoi, que c'est pas du tout un film, un biopic sur ce qu'a été Florence Foster Jenkins. Et c'est quoi le rapport de Xavier Giannoli au son en général, par rapport à son rapport au son, à l'histoire par exemple, qu'est-ce qui fait qu'à un moment il fantasme sur cette étrange cantatrice? Mais si vous regardez bien toute sa filmographie, c'est toujours la même histoire. Hein. C'est l'histoire d'un mensonge, d'une druperie, de quelque chose qu'on cache. En fait, que ce soit à l'origine, que ce soit dans Superstar, c'est toujours cette chose étrange entre qu'est-ce qui est le basculement entre le mensonge, la vérité. Voilà. Et ce qu'il y a d'intéressant avec lui, c'est que quand même chaque fois, c'était dans un domaine complètement différent. C'est-à-dire que ce soit quand j'étais chanteur ou à l'origine, c'est pour nous, en tout cas pour le son, c'était chaque fois des univers qui étaient vraiment très très chouettes à défendre. Et voilà. Par ça, autrement, le plateau, c'est un plateau classique. Hein, je veux dire, il n'y a pas l'intérêt, je pense qu'on travaille ensemble depuis longtemps, c'est qu'il n'y a pas de question sur... Voilà, moi je sais ce qu'il veut, et on va être le moins lourd possible, en sachant que quand même, parce que bon, voilà, c'est des tournages qui sont longs, bien denses, donc... mais non, mais moi, chaque fois, je trouve que c'est une nouvelle expérience, hein, une nouvelle découverte. Mais c'est un peu pour tous les films, puisque, bon, moi je dirais que la plupart du temps, c'est ce que j'ai dit à Charlotte, c'est qu'en fait, en réalité, ces gens-là, la bande-son, ils l'ont écrit dans le scénario aussi. Vous savez, le scénario, c'est écrit dedans. Donc il suffit de voir quels vont être, je veux dire, par exemple, sur Marguerite, le pan, il est, je veux dire, moi, le premier scénario que j'ai lu, il y était déjà, le pan. Donc c'est des choses qui viennent ponctuer le pan. Sur le prochain film, ce sera des cloches. Enfin, il y a des choses, tout ça est écrit dans le scénario. Donc il suffit de le lire. Oui, mais il y a certains réalisateurs qui vont plus loin en surlignant ces aspects-là. Il y en a d'autres qui le sous-entendent. Évidemment que c'est déjà à l'intérieur du scénario lorsqu'on sait lire. Oui, non, mais après, c'est chacun a sa sensibilité et de comment capter le. Mais bon, c'est vrai que sur le plateau, la demande qui est. Évidemment que ça change aussi chaque fois entre chaque réalisateur, mais la demande en général, elle est d'essayer de prendre la prise de son direct le mieux possible avec l'environnement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les environnements sonores, c'est-à-dire les acoustiques. J'aime bien qu'on sache qu'on est dans un endroit qui est grand, ou en pierre, ou en bois. C'est vrai que si aujourd'hui on gomme tout ça, pour moi, c'est moins intéressant. Donc moi, je m'amuse avec ça, c'est-à-dire d'essayer de voir de quelle manière on va pouvoir rendre de la dynamique. Mais après, ça va dépendre du découpage. Donc Marguerite, qui est essentiellement fait, comme vous me l'avez dit, avec deux perchman, est aussi avec plein de micros qui sont susceptibles de pouvoir prendre les ambiances des espaces ou des choses comme ça. Il y a ça, puis bon, moi j'adore ça, c'était mon plaisir quoi, de travailler avec Jean-Luc, parce que lui, il aimait bien les tas de choses qui étaient des accidents de son, donc c'était d'aller piquer tout ce qui pouvait se passer comme accident de son qui était au-delà du champ de la caméra. Donc, et je continue à faire ça, parce que c'est vrai que c'est
se dire, voilà, on va prendre une porte au loin, parce que ce sera intéressant, ça va dynamiser le plan, voilà. Mais Xavier Giannoli n'intervient pas. Est-ce qu'il prend le casque, par exemple, pour écouter une prise de tournage? Il écoute tout au casque. Mais maintenant, il n'y a plus un metteur en scène, à part quelques qui n'ont pas un casque sur les oreilles. Oui, de toute façon, ils sont déjà plus la plupart du temps, ils ne sont pas à côté de la caméra, donc déjà, ils sont en retrait. Donc, en général, ils ont un casque, oui. Mais dans le casque, par exemple, c'est évident que dans le casque de Xavier ou celui que je donne à la script, je ne mets pas tous les micros. Je ne vais pas mettre tout ce qui pourrait perturber. À ce moment-là, un metteur en scène, ce qu'il a envie d'entendre, c'est ses comédiens. Donc, et c'est voilà, le texte, la dynamique du texte, le jeu des acteurs. Donc on va simplifier l'écoute qu'ils ont dans leur casque. Mais en même temps, à ce moment-là précis, un metteur en scène, il ne va pas entendre tout ce que nous, on entend, c'est-à-dire toutes les petites perturbations sonores, et ça va être complètement rendu totalement abstrait, il va être focalisé, c'est-à-dire que ça sera à nous de vérifier que les choses qui viennent perturber la scène, on puisse s'en sortir. C'est pas toujours évident. Donc il y a un certain nombre de micros qui restent sous votre responsabilité et qui échappent un peu au metteur en scène. Sauf quand c'est explicitement Godard qui dit cette prise manque d'air, vous allez mettre un micro dehors pour satisfaire ce... Ah non, mais moi, c'était même pas lui qui demande, c'est moi qui m'étais amusé dès le début à faire ça. Parce que, en fait, moi, je suis arrivé à peu près au moment où la technique a changé, on est passé de la machine mono sur le plateau à des machines stéréo, ou à 2 machines, donc de pouvoir séparer les éléments sonores pour avoir ce choix après. Mais non, parce que ce que j'enregistre, c'est jamais non plus... je ne vais pas réinventer la bande-son qu'ils ont écrit. Mais par contre, c'est de me dire, voilà, on aura peut-être besoin de ça, d'avoir l'espace. Et puis à la limite, si c'est pas intéressant, l'autre micro, il va vous donner une idée de l'acoustique. Donc voilà, c'est plutôt dans cet esprit-là. Mais en plus, au montage aujourd'hui, il se trouve qu'avec les machines de montage qu'il y a aujourd'hui, ils ont toutes les pistes s'ils veulent. Donc ils peuvent entendre tout ce qui a été enregistré. C'est pas une chose qu'ils vont découvrir au mixage. Et là, le prochain, Giannoli, il a déjà commencé son tournage? Oui, on l'a fini. Ils ont fini le montage aussi. Et donc là, le tournage s'est fait en multipiste, ou ça reste un nombre de pistes assez raisonnable? Moi, je ne me donne pas de... Non, mais non plus, il ne faut pas aller dans le délire, parce qu'à un moment donné, après, on n'a plus le temps de les écouter. Donc... Non, mais moi, j'enregistre en général entre 8 et 16 pistes, mais disons la moyenne... C'est déjà pas mal. Oui, c'est bien assez. En général, je dirais que là, sur le dernier, on a fait beaucoup de choses pareilles, à 2 perches, beaucoup de choses, puisqu'il y avait beaucoup de monde dans le décor, c'est-à-dire de gens qu'on voit à l'image. Il y a beaucoup qui étaient faits avec un micro stéréo un peu en retrait, parce que là aussi, on a des espaces sonores qui sont intéressants à exploiter. Donc voilà. Et puis malheureusement, oui, quelquefois, on doit mettre des micros radio pour pouvoir quand même capter des choses, parce qu'il y a trop de bruit, ou on est... mais je dirais que ça dépend chaque fois de la scène, du choix de l'acoustique, du décor, de l'environnement sonore. Aujourd'hui, l'environnement général sonore qu'il y a est relativement bruyant, à peu près partout, quoi. On est rarement dans un endroit totalement silencieux, quoi. Alors comment vous faites pour nettoyer cet espace inadéquat lorsqu'on tourne un film, par exemple, dans les années 20 comment on se débrouille avec... Là, on avait un peu la chance, parce qu'on était déjà... On a tourné le film en Tchéquie, pour Marguerite, que toutes les scènes intérieures ont été tournées dans un château qui était quand même relativement protégé, on va dire. On n'était pas sous un aéroport, on n'était pas... La route, on pouvait la contrôler si on faisait des plans en extérieur. Et puis, bon voilà, ils ont une habitude, une organisation de plateau dans les pays de l'Est où ils sont assez efficaces. C'est-à-dire que quand vous tournez en extérieur, ils vont vraiment vous couper l'environnement. Ça, c'est pas mal. Et donc, vous m'avez dit aussi que vous utilisez des applications pour repérer les avions. Oui, mais ça, c'est tout le monde là, cette application. Pour savoir à quel moment vous pouvez faire les prises et à quel moment on peut faire un tournage. Disons que ça peut être intéressant si on a vraiment une séquence de dialogue et qu'on tient, enfin je veux dire, si la demande de la réalisation est de ne pas vouloir aller vers le doublage, ni de faire plusieurs prises, etc., que les prises vont être découpées, ça permet en tout cas de savoir que pendant un certain temps X, on n'aura pas de son.
Et de la même manière, vous m'avez dit que vous avez un appareil pour brouiller tous les téléphones. Oui, ça, je le dis. C'est bien, maintenant c'est foutu. Non, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est une boîte, et puis voilà. Non, j'insiste sur ces aspects parce que je trouve que c'est délicat tout de même de parvenir à faire un travail qui est un peu secret. C'est-à-dire, vous allez capter des ambiances qui ne se révéleront au metteur en scène que lorsqu'il aura les moyens de les écouter. Et c'est vrai que pendant le tournage, il n'est pas là pour écouter la réverbération de la salle qui est en bois ou des choses comme ça. Non, mais. Donc il y a un travail qui est un peu secret. Et non, parce que je pense qu'il y a une telle habitude, en l'occurrence, si on parle de Xavier, de travailler ensemble, que je sais, par exemple, pour prendre un exemple bien précis, on était dans un Algeco, une espèce de container quand on était en Jordanie, et il y avait un vent qui faisait un bruit assez génial. Et là, tout d'un coup, il s'est dit, ah oui, bon. Le son, il l'a entendu, il a dit, tu n'oublieras pas, on enregistre ce vent, je vais m'en servir, etc. La problématique, c'est est-ce qu'on va le garder ou pas pour la scène, est que quand vous sortez dans la séquence extérieure, il n'y a pas un ZEF. Donc voilà, mais peut-être que ça marchera quand même, je ne sais pas encore, j'en suis pas là. Mais non, je pense que moi je fais des choses de mon côté, mais qui correspondent à l'environnement sonore, que je veux dire, du choix du décor. Puis il y a des fois, vous êtes dans un décor qui ne correspond pas du tout à l'environnement sonore. Alors ça, c'est un autre problème. Voilà. Par exemple, typiquement, là, sur ce film, on avait commencé une séquence sur le dernier film, on avait commencé une séquence dans un vestiaire dans un supermarché. Donc c'était un endroit relativement confiné. Il y avait un peu de résonance, mais quand même, c'était bas de plafond. Il y avait des armoires métalliques et tout. On n'avait pas pu terminer dans ce décor-là la séquence. Et on a fait d'autres plans qui racontent directement, où on a tourné dans un abbaye, où la pièce était très haute en plafond, il n'y avait rien, donc il a fallu faire toute une espèce de construction avec du tissu et tout, pour qu'on puisse à peu près retrouver l'acoustique qui était celle de... Voilà, ça c'est typiquement le... Donc, ça, effectivement, ça a plutôt tendance à, on va dire, énerver un metteur en scène de perdre du temps, parce que sur le moment, il se dit, c'est pas important, voilà. En général, ils sont contents après, mais... C'est vrai que disons, le plus difficile sur un tournage, c'est que vous n'êtes pas la personne numéro un qu'on met en avant. Ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que, mais c'est totalement compréhensible. Il y a les comédiens, il y a le décor, il y a la lumière, il y a tout ce qu'on va pouvoir capter en sachant que, bon, dans l'absolu, si vous vous plantez au son, on peut le refaire. Donc je dirais que voilà, la partie la plus difficile, c'est de se battre pour essayer d'avoir une place qui corresponde à ce que sera les attentes du metteur en scène après. Et du coup, est-ce que c'est plus simple lorsqu'on est seul ou c'est bien d'avoir des assistants pour ces moments de tournage où les choses doivent se glisser? Alors, je pense que la manière dont on travaille aujourd'hui sur les films, c'est plus possible de les faire seul, ça c'est sûr. Donc, je pense qu'il y a trop de demandes, même par rapport à tout ce qui est l'environnement, pas principalement la prise de son, mais tout ce qui est l'environnement du plateau aussi. Donc après, lorsqu'on passe au moment du montage, des sélections, de la réécoute et tout ça, vous travaillez toujours à rôle? Oui, oui. Il n'y a aucune circonstance de production qui vous amène à dire bah, le montage, il faudra le faire dans tel autre... Ah ben, je ne le fais pas. C'est un élément... Ça peut expliquer pourquoi dans votre activité, en fait, vous participez sur certains films au tournage, au montage et au mixage. Oui. Donc, Voilà. si c'est pas possible, vous ne le faites pas. Non, c'est pas, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que j'ai construit un outil de travail qui me convient, dans lequel moi, c'est comme un atelier, et je veux dire, ça, je ne peux pas le déplacer, cet outil. Donc c'est où, je veux dire, ça se peut se faire là, et puis tout le monde est d'accord. Autrement, si les gens disent, il faut que vous soyez dans la ville X, ben, je dis, ben, voilà, je ne le ferai pas. Je vais pas... Après, c'est ma manière de travailler aujourd'hui. Je pense que voilà, c'est mon luxe. Mais... Et, alors, comme les cahiers du cinéma s'étaient un petit peu fatigués à montrer toute la technologie qu'il y avait en 1984, je crois, dans le studio, aujourd'hui, ça a beaucoup changé, en fait. Les technologies qui sont disponibles dans ce qu'il y avait eu sur le fameux article, là, si je me souviens bien, en plus, je pense qu'on avait fait des photos du local de montage de Jean-Luc. Ouais. Oui, ce qui a changé, c'est que d'abord, on n'est plus sur bande magnétique, donc c'est des machines qui étaient quand même à l'époque très, très relativement coûteuses et tout. Et que
Oui, oui, c'est sûr qu'on va dire, mais ça c'est pour tout le monde, c'est-à-dire les ordinateurs vont apporter une démocratisation pour l'image, pour la photo, pour le son. Ça n'empêche que toutes les machines ne sont pas bonnes. Hein. Je veux dire, après, on peut faire un choix sur chaque machine, parce que je pense que là aussi, on a démocratisé, donc on a dit, on fait du son numérique, donc toutes les machines enregistrent pareil. Pas tout à fait vrai, ça. Ça reste quand même entre bah, les éléments les plus importants pour la prise de son, à savoir le micro et la machine qui enregistre. Ça reste un choix particulier sur la qualité du matériel qui existe. Et il y a encore beaucoup de ces éléments, compresseurs, équaliseurs ou bidouilleurs de son qui proposent encore des boutons, ou tout ça est passé sous forme de module externe, de logiciel? Ça dépend. Bon, moi, j'avais appris quelque chose d'un monsieur qui s'appelait Kelly, qui était le patron de Stellavox, qui était le concurrent de Nagra, qui avait dit un truc assez juste, et je trouve que c'était une belle devise, c'est dire que la meilleure façon d'avoir la qualité pour du son, c'est le chemin le plus court entre le micro et la bande magnétique. Et je pense que c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que moins on va mettre de... Si la prise de son, elle est bonne au départ, il n'y aura pas besoin... Après, bien sûr, on a des éléments pour trafiquer, il y a des effets téléphone, voilà, il y a des scènes, il faut mettre des compresseurs, des limiteurs. Alors, il y a toujours des objets extérieurs, ça existe toujours, et il y a maintenant, effectivement, la plupart des softs sont capables de gérer ce genre de phénomène. Mais ça reste quand même des gens qui développent ça séparément de l'application, on va dire, de montage-mixage. Je vais faire un aparté. Est-ce que c'est toujours nécessaire d'être suisse pour être à proximité de tous ces fabricants? Ou maintenant c'est indifférent, on pourrait faire ça en Suède ou en Norvège ou de la même manière? Non, mais je dis ça très personnellement parce que j'étais chercher mon premier manuscrit de bande en Suisse. Non, mais il y a un truc, c'est qu'il n'y en avait pas d'autres. Mais en même temps, c'est pas parce que c'est suisse. Je pense que le fait que les magnétophones se soient développés en Suisse, c'est venu de l'horlogerie. Et l'horlogerie, elle s'est développée en Suisse parce qu'en France, c'était trop cher. C'est ça, au départ, la vraie histoire. C'est que l'horlogerie, elle débute en France, elle va se passer dans le Jura, du côté suisse, parce que les ouvriers étaient moins chers. Et que je pense que après, il y a eu ces écoles de formation, on a formé des mécaniciens, des micromécaniciens et des gens qui ont développé. Donc, et c'est assez drôle de voir que dans l'histoire, si vous regardez, toutes les machines son, les bonnes et les grandes machines son qui ont marqué l'histoire et de la musique et du cinéma, quand même, elles venaient à peu près toutes de Suisse. C'est aussi bizarre, mais je veux dire, Studer a inondé le marché de la radio, des studios de musique. Les consoles, elles venaient d'Angleterre. Les amplis, c'était plutôt des amplis américains. Et les micros, c'est tous des micros allemands. Bon, je parle pour les micros. C'est assez intéressant de voir que chaque pays avait un peu... Bon, après, bien sûr que les Japonais ont construit des enregistreurs. Maintenant, on trouve des enregistreurs qui viennent un peu partout. D'ailleurs, le comble, c'est que Nagra, enfin, ces enregistreurs aujourd'hui, la plupart des pièces sont construites en Chine. Donc, mais il reste des marques qui sont encore des marques de niche, à savoir Aton pour la France, pour ceux qui connaissent les caméras, qui a aussi fait un enregistreur. Et puis il y a d'autres marques qui font des enregistreurs encore de vraiment très très bonne qualité, qui sont faits d'une manière, on va dire, artisanale et non pas... voilà. Il est probable que ce dialogue qui est encore possible de nos jours, il va s'estomper. En fait. Là, c'est encore possible de parler avec des fabricants, parce qu'ils sont peu nombreux et on peut encore les croiser. Mais on va dire, tous ceux qui ont été assez malins pour se rapprocher des... Mais de toute façon, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez construire des voitures comme on a aujourd'hui? C'est qu'il y a tellement d'utilisateurs, c'est un peu comme si tout le monde donnait son avis sur les bagnoles. Donc, par contre, pour effectivement les enregistreurs, tout le monde n'achète pas un enregistreur. Et les rapports qu'on peut avoir avec les fabricants qui font des machines vraiment de bonne qualité, c'est qu'ils ont forcément des rapports avec des praticiens. Mais vous avez... Moi, je discute avec un ami qui développe des machines pour la médecine. S'ils n'ont pas des rapports avec les médecins, voilà, ces objets sont développés aussi en rapport avec les praticiens. Moi, je continue à avoir des rapports avec les constructeurs parce que justement, c'est pas seulement pour faire la machine qu'on aimerait, mais c'est parce qu'eux, ils sont demandeurs de savoir s'ils vont dans la bonne direction. Donc, et ça a été le plus grand exemple, ça a été Jean-Pierre Brouillala quand il a décidé de faire une machine son après toutes les années où il a fait la caméra. Il est allé voir plusieurs ingénieurs du son
en faisant, il a d'abord fait un prototype, puis ensuite en venant vers chacun de nous, en nous demandant, voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire? Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et alors, si on arrive à l'écoute, les haut-parleurs, il faut forcément simuler la salle avec un Dolby, je ne sais quoi. Il y a plus, Ils enfin, ont tellement de noms maintenant. Non, il y a plus. Enfin, si Dolby a refait un système qui s'appelle Atmos, mais C'est 50 haut-parleurs à peu près. ouais, ça dépend de la grandeur de la salle. Mais c'est voilà, je ne sais pas pour moi. Non, mais je pense que ça peut être intéressant. Mais je pense qu'aujourd'hui, les moyens de production, on va dire classique sur le cinéma d'auteur avant d'attaquer le problème de l'Atmos, je pense qu'il faudrait déjà, si on fait un bon son, 5 points, c'est déjà pas mal. Mais non, mais les haut-parleurs, c'est de toute façon là, les haut-parleurs, le son, c'est tellement subjectif que de donner aujourd'hui, de dire ça, c'est mieux que ça, c'est un peu compliqué. Je pense que le cinéma a utilisé pendant longtemps un système, on va dire, qui était plutôt, on va dire, c'était pas le top du top de l'écoute, mais c'était le truc le plus passe-partout pour faire des salles de différentes grandeurs, de différentes dimensions, avec des acoustiques. C'est ça qui est le plus difficile. Vous faites un produit qui doit être reproduit dans différents endroits, et si possible, le plus près possible de ce qu'a été le mixage. Enfin, ce qu'a été le souhait du metteur en scène à la finalité de sa bande-son. Donc, voilà, là-dessus aussi, c'est tellement... et je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner dans les années futures. En tout cas, on sait que maintenant, je vois, on est toujours en train d'utiliser un système... Enfin, moi, ce qui me concerne, et c'est là que je m'y retrouve le mieux, c'est une écoute relativement, on va dire, simple par rapport au fait que c'est une écoute qui, on va dire, elle a presque 40 ans, elle n'a pas beaucoup bougé quoi, dans le système d'écoute. Mais bon, le secret, c'est vraiment l'acoustique, hein, donc ça va être aussi la salle, comment elle est faite. Parce que vous insistiez dans ce numéro 355 de janvier 1984, et J'ai dû en dire. Une fois, les cahiers se sont dit, tiens, on pourrait peut-être interviewer quelqu'un qui connaît quelque chose dans ce domaine-là. Donc, on voyait le studio et vous répondiez magnifiquement à toutes les questions. Et vous disiez que, parce que si on en revient à la question de pourquoi n'accepter que les choses qui peuvent s'assembler à rôle, c'est parce que c'est pour vous très, très important d'avoir une sorte de ligne d'horizon, d'avoir un endroit, en fait, où vous savez comment ça sonne, pour pouvoir justement apprécier les différentes prises de son et les différentes manipulations que vous faites sur ces prises de son. Oui, mais dans ça, je pense que je ne suis pas le seul. Ça a été le cas des ingénieurs du son musique quand ils ont construit leur propre studio. C'était d'avoir un outil à eux qui connaissent. C'est-à-dire dans lequel il n'y a pas plus troublant que de débarquer dans un studio que vous ne connaissez pas, avec une écoute sur laquelle dans laquelle vous ne vous reconnaissez pas avec les sons que vous avez faits. Donc ça veut dire qu'il y a aussi, à un moment donné, on a une perte de confiance, c'est-à-dire est-ce que je fais bien d'être fort, pas fort. Alors c'est vrai que là où je suis, ben, je sais ce que ça donne, et je sais depuis quand même quelques années que voilà, si on fait comme ça, le résultat, il devrait être transportable. Mais ça, je pense que n'importe que je pense que c'est un peu, si vous demandiez un facteur de violon, il vous dirait la même chose. Je pense qu'il est habitué à son atelier, à ses machines, pas parce que c'est pas forcément les meilleures machines du monde, mais c'est en tout cas celles qui lui conviennent le mieux pour ce qu'il veut faire. Alors on en arrive à la question, puisque vous avez dit facteur de violon. La question, à un moment vous avez dit, il n'y a pas de son François Musy. Alors même que la première fois que vous êtes apparu au générique d'un long métrage, il y avait écrit son de François Musy. Mais vous dites, il n'y a pratiquement que votre sœur, je crois, qui pourrait être capable de dire, dès que j'entends un peu de son, je sais que c'est... Oui, non, mais je pense que ça, c'est justement... Non, mais je pense qu'il n'y a pas... Oui, peut-être qu'il y a une... Disons que on a une manière de traiter le son d'une certaine manière, mais le son appartient au film. Je veux dire, c'est l'idée d'un metteur en scène, d'une histoire qu'il veut faire, et nous, on est au service de ça. Je veux dire, ça serait complètement prétentieux de dire voilà, moi je fais ça parce que j'ai toujours fait comme ça, et que ça aille à l'encontre du film. Ça serait... Moi, je sais, alors, oui, c'est vrai que on va faire tout pour que le son ait de la dynamique, qu'il soit clair, qu'il soit brillant, que ça soit, on va dire, musical, mais je veux dire, avant tout, le son, il correspond à chaque fois
à ce que doit être le film. Donc il est porté par un metteur en scène qui a une idée. Et c'est pour ça que chaque fois, c'est un peu différent, quand même. Oui, mais c'est une manière de ne pas vouloir creuser cette question, en fait. Il n'y a pas d'équivalence. Enfin, je ne pense pas, et je ne m'intéresse pas beaucoup aux récompenses. Dans votre cas, elles sont plutôt bienvenues, d'abord. Il est normal que vous ayez été récompensé, vu le nombre de films auxquels vous avez participé, et des films qui sont plutôt importants. Simplement parce qu'on prend plaisir à les regarder, c'est déjà suffisamment important comme ça. Mais vous avez été reconnu pour 2 films où justement il y avait cette idée du mensonge par rapport à la musique. Donc des films les plus musicaux finalement de votre activité. Oui, mais ça c'est vrai pour tous les films qui ont eu un César. Je veux dire, parce que le problème c'est que l'Académie qui vote pour les Césars, c'est pas que des gens du son, c'est pas que des gens de l'image. Et c'est vrai que les gens ont une tendance à confondre la bande-son avec la bande musicale. Donc quand vous faites un film musical, vous avez plus de chances d'être récompensé que quand vous faites un film avec des machines de chantier. Donc je prends ça comme exemple. Giannoli a fait les deux. Oui, mais Giannoli l'a fait à l'origine, qui est un film qui se passe sur un chantier, à peu près tout le film. Qui méritait probablement une récompense. Oui, mais on avait été nommé pour le César, mais en face de ça, il y avait le concert. C'était Tchaïkovski. Alors, voilà, c'est difficile de régater avec ça. Donc, mais c'est normal, je sais pas. Les récompenses, c'est sympathique et c'est très touchant, etc. Mais il faut rester. Moi, des fois, je suis presque gêné de dire ils ont récompensé le son d'un film et ils ont tout oublié du reste du film. C'est un peu délicat. Mais je vais insister encore sur cette idée du son de François Musy, même si je pense que c'est très difficile d'arriver à pointer et désigner en fait l'endroit précis où votre manière de travailler se révèle. Mais je pense qu'un compositeur peut dire exactement la même chose. C'est-à-dire que quand il fait un quatuor, il fait un quatuor. Quand il fait une symphonie, il fait une symphonie pour un orchestre. Quand il fait un opéra, il fait un opéra. Il est entièrement dédié à la finalité. Non, alors, là où vous avez raison, c'est que mes sons doivent avoir une certaine sonorité parce que c'est vrai mais parce que c'est ma façon de les entendre, de vouloir les reproduire. Et je sais, le fait d'être attaché à la voix, au grain, de ne pas manipuler trop pour qu'on trafique les voix, voilà, de garder le plus possible le grain, sur la chaleur Parce que moi, ce que j'aime sur les tournages, c'est ce côté, ce rapport complètement charnel du son, sur la voix des comédiens, sur ce que ça raconte, sur toutes les intentions. Là, il y a une matière qui est formidable, mais encore une fois, je veux dire, je n'ai pas construit de micro, je ne suis pas l'acteur, je n'ai pas écrit le texte, donc c'est un ensemble. De dire que tout d'un coup, je bénéficierais de de récolter tout en une fois, on partage tout ça. Je veux dire, moi je suis ravi quand un film peut avoir une récompense au son, mais on la doit aussi à un metteur en scène qui a écrit une histoire dans laquelle il y a une bande-son qui peut exister et qu'il l'a défendu lui avant tout. Parce qu'il y a plein de fois où on partait dans des directions qui n'étaient pas forcément justes, et que voilà, il faut accepter que c'est... À un moment donné, si je devais défendre quelque chose d'autre, j'aurais fait des films. Donc moi, je suis très heureux de partager, d'aller dans la direction et d'aller le plus près possible de ce que veut le metteur en scène pour qu'à la fin d'un mixage, ils se disent ouais, c'est ça que je voulais. Et pas qu'ils disent bah, c'est pas mal, mais voilà, on n'y est pas arrivé. Maintenant, on va passer un petit peu à ce que vous venez d'évoquer, en fait, c'est la voix des comédiens. Donc, c'est pas vous qui avez construit le micro, c'est pas vous qui avez fait naître le comédien, et c'est pas vous qui avez choisi s'il a fumé ou bu pour travailler sa voix, s'il a du grain ou pas de grain. C'est un comédien, il vient avec sa voix. Le metteur en scène lui demande un certain nombre de choses. Il y a quelque chose que vous faites entendre dans ce numéro 355 qui est vieux, et vous dites des choses très importantes. Comme quoi, si on sait que la musique va être très forte, c'est quand même mieux, parce qu'elle ne sera pas sur le moment du tournage. Mais c'est mieux de demander à l'acteur d'articuler un peu, parce qu'il va devoir parler par-dessus quelque chose. Ça c'était encore... J'étais plein d'illusions à cette époque-là. Non, la problématique, c'est que c'est assez compliqué d'aller de... Moi, je me suis fait une idée
que je veux dire, on n'avait pas à intervenir sur la manière dont les acteurs devaient dire leur texte, ni la hauteur du son. Ça dépend vraiment d'un choix de mise en scène. Après, de rendre attentif au fait que si là, ils vont mettre une musique, si on est dans une boîte de nuit à fond, et qu'ils veulent garder la musique, si on veut entendre le texte, il va y avoir à un moment donné des rapports. Voilà. Mais je pense qu'il faut faire très attention à ça, parce qu'on peut aussi très vite dénaturer le choix de la mise en scène, etc. Donc, d'être quand même assez en retrait là-dessus. Par contre, d'être vigilant sur une chose, c'est-à-dire est-ce qu'on comprend ce que les acteurs disent, ça me semble un truc quand même relativement important, parce que souvent, quand on est sur l'euphorie du tournage, il y a d'abord, le metteur en scène, il connaît son texte par cœur, il l'a écrit, il l'a relu, il l'a réécrit, donc il connaît les dialogues par cœur, donc même si l'acteur dit un mot sur deux, il aura l'impression qu'il les a tous dit. Donc la difficulté, c'est de rendre, effectivement, dans ces moments qui sont de concentration et tout, d'être très attentif au fait que, voilà, il faut qu'on comprenne quand même. Mais de là, non, moi, le seul moment où je peux faire une remarque, c'est sur des intensités, sur un changement de rythme qui aurait pu se passer au milieu d'une séquence. C'est-à-dire, on a commencé avec une certaine énergie et une dynamique, et que parce qu'on a passé plusieurs heures sur la même séquence, que tout d'un coup la dynamique se descend et que ça va être des plans qui vont se raccorder en se mélangeant. Donc voilà, d'être attentif à ça, c'est-à-dire à la musicalité, mais en général, les acteurs, ils sont assez forts là-dessus. Est-ce que vous pensez que la langue française nécessite dans le mixage une présence de la voix plus en avant que par exemple l'anglais, l'américain ou d'autres langues? L'anglais, c'est un peu plus passe-partout. C'est la bande passante, elle est plus. Enfin, on a une langue, nous, qui est qui est une langue un peu plus chantée, qui est plus musicale. Enfin, c'est pas vrai, mais qui est plus. On va dire qui varie plus dans les hauteurs et dans les aigus et les basses et tout. Et donc, je pense que. Et puis, c'est aussi une manière dont la plupart des gens ont une tendance à, chez nous, dire le texte plus bas que dans d'autres langues. Voilà, ça peut être un film en Italie, on est carrément, et en Espagne, on est carrément beaucoup. Ça a une dynamique qui est différente. Et vous le voyez, quand vous allez en Espagne, ça parle plus fort dans le café. Donc la dynamique n'est pas la même. Donc, et ça, je m'en suis rendu compte. J'ai fait un film en Espagne, c'était flagrant, quoi. Moi, je m'étais fait une théorie comme quoi les sons compliquaient en fait leur écoute dans un mixage. Mais c'était juste pour justifier que normalement, je ne comprends pas pourquoi nous, dans les mixages, on met beaucoup plus en avant en fait la langue française que c'est présent en fait dans les autres films. Alors, il y a une tendance à la mettre trop forte, oui. On est bien. Non, ça c'est. Mais ça c'est. Je sais pas d'où ça vient. C'est vrai qu'il y a une tendance à dire le dialogue est beaucoup plus devant que. Ça c'est vrai que si vous regardez sur certains films anglophones, mais moi je pense qu'ils ont raison eux parce que le fait de la mettre très en avant fait que de toute façon après en projection, comme ça va être il y a un côté agressif en mettant les sons forts, ça va être descendu, mais du coup c'est tout qui va redescendre. C'est pas seulement la voix. Donc je pense qu'il faut trouver un équilibre qui est. Il faut que la parole, elle soit, pas qu'elle soit agréable à écouter, que cette musique-là, elle ne dérange pas, quoi. Qu'elle ne soit pas quelque chose qui, en permanence, vous agresse. Et quels sont les rapports que vous avez avec les compositeurs, donc ceux qui viennent à la toute fin et rajoutent ce qu'on leur a demandé, d'ailleurs, parfois ce qu'ils ont composé un peu avant? Là, en général, ça se passe plutôt, on va dire, comme c'est tous des très grands professionnels, ça se passe plutôt bien. Non, je pense qu'on n'a pas de soucis, les gens, ils ont écrit la musique pour le film. C'est quand même assez rare qu'il y ait un combat. De toute façon, le truc, il est très simple, hein, c'est qu'il y a des fois, c'est vrai que quand c'est des jeunes musiciens, ils ont tendance à écrire la musique toute seule, et il n'y a pas les dialogues, il n'y a pas les ambiances, qu'à un moment donné, pendant le mixage, ben oui, la musique, vous allez la mettre plus bas parce qu'il faudra entendre les dialogues. Donc, et puis après, on vous dira, mais pourquoi c'est la musique n'est pas si... Donc après, si vous écoutez parmi les grands musiciens de cinéma qui ont composé de la musique, en général, c'est écrit de façon à ce que la musique, elle soit tout le temps au bon niveau en fonction de ce qui se passe dans la scène. Voilà. Et dans le dispositif orchestral, si toutefois c'est orchestral, mais même ça peut être le cas d'un groupe, il n'y a personne qui intervient. Vous n'avez pas de producteur de rock qui vienne vous dire la manière dont vous manipulez le son ne me convient pas.
il faut... Ou un chef d'orchestre. Non, mais moi, par exemple, pour prendre un exemple, j'avais travaillé avec Maurice Jarre. Maurice Jarre, il était formidable parce qu'il disait qu'est-ce qu'il y aura comme son là, qu'est-ce qu'il y aura comme son là, qu'est-ce qu'il y aura comme son. Et puis, en fonction de ce que vous lui disiez, mais il disait voilà, je mets de la musique, là, j'en mettrai pas. Enfin voilà, il y a des gens qui sont intéressés comme ça. Il y en a d'autres qui vont vous dire qu'ils trouveront de la musique jamais assez forte. Bon, voilà. Et puis, il y a des gens qui sont tout à fait. On s'entend bien dès le départ. Et quand ils sont au mix, c'est un plus parce que ils ont écrit aussi leur musique de façon à ce que ça aille dans la rythmique du film. C'est aussi. C'est pas de la musique toute seule, hein, c'est la musique qui va servir un récit. Donc, il faut qu'elle fonctionne comme ça. Alors récemment, j'ai assisté à un certain nombre de remixes de films, parce qu'ils sortent en 4K, donc du coup, on les retravaille, en fait. D'ailleurs, j'ai constaté que la musique reculait lors de cette opération. Et ça me paraît assez logique, parce que dans les années 80, par exemple 90, on mettait la musique beaucoup plus fort dans les mixages, et qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est pas nécessaire. On a une présence musicale qui est beaucoup plus fine, parce que techniquement mieux rendue, et donc on en met un peu moins, au moins en intensité. Vous, ça vous intéresserait de retravailler certains films? Ben, moi, j'avais remasterisé pour, si je dis pas de bêtises, ça devait être Canal pour les premiers Godard. Mais j'ai rien touché. On s'est arrangé pour que la bande master qui était magnétique qu'on nous a donnée, on la traite le plus naturel du monde. On n'a pas rajouté ni reverb, ni de stéréo, ni. Moi, je trouve on n'a pas à remixer un film. Je veux dire, le film, il a été fait d'une certaine façon et il n'y a pas de raison. Je dirais, le fait de le mettre en 4K pour l'image, c'est d'être le plus près possible de ce qu'était le 35 de l'époque. Et bien pour le son, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir une dynamique qui était le rêve que pouvait avoir un metteur en scène à l'époque, à savoir que la bande, que ce qui était sur le master magnétique de l'époque. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on pouvait avoir une perte due au son optique lors des tirages, des différentes copies et tout. Donc voilà, c'est ça. Je dirais qu'on doit se rapprocher de ça. Je pense qu'on ne doit pas toucher au reste. Il n'y a pas de raison qu'on baisse. En plus de ça, la plupart du temps, enfin, nous, pour ce qui était là de la remasterisation des films de Godard, c'est qu'on a reçu les masters finis. C'est-à-dire c'était un mono sur lequel on avait pu séparer la musique, etc. Je vais peut-être laisser la possibilité aux personnes qui sont présentes de poser des questions, s'ils le souhaitent. Je vais vous donner le micro. Bonsoir. Alors moi je ne connais pas bien sûr toute votre carrière et genre, je découvre là ce soir un petit peu les... Enfin, je vous connaissais un petit peu, mais surtout les cinéastes avec qui vous avez travaillé. Et alors j'ai plus des questions de parcours là aussi. Donc avec Godard vous avez travaillé donc, sur Passion. J'ai une première question là-dessus, je voudrais savoir, c'est un film, bon, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais c'est un film de particulier, c'est un film un peu qui travaille sur on va dire, sur l'image, sur la picturalité, sur la recomposition de tableaux. Donc c'est un film pour lequel on n'a pas un grand souvenir pour le coup de la musique ou du son, paradoxalement. Par rapport à des films, je ne sais pas, par exemple, prenons Carmen, où on pourrait se dire que justement, où le son a une autre... Alors je veux savoir si vous avez fait d'autres choses avec Godard que celui-là. Et puis ma deuxième question, après, c'était sur Piala, parce que je vois qu'on n'a pas parlé de Piala. Comment on travaille, comment vous avez travaillé avec ce monsieur-là, avec justement, vous avez parlé des voix tout à l'heure, comment on peut j'imagine, par rapport à une exigence un peu mythique chez lui ou légendaire qu'il a, enfin, on rapporte, parce que évidemment, je ne sais pas plus, mais la manière dont, par exemple, un dialogue peut être au plus près enregistré, la manière dont cette exigence est si forte qu'on peut imaginer qu'elle peut être recommencée, retravaillée en permanence. Donc, c'est deux questions. Oui, non, pour la première, bon, j'ai fait tous les films depuis 1980 jusqu'à Socialisme, voilà. Plus simple. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de musique dans Passion, hein. Beaucoup plus qu'on croit. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ça serait plus intéressant. On aurait eu, je pense, avec le système qu'on a aujourd'hui, si le film a été en stéréo, il aurait eu une dynamique. C'est vrai que là, c'est un petit peu, on va dire, on y perdait un peu sur la musique par rapport à l'image, hein, j'entends.
Voilà. Et puis pour répondre, puis là, j'ai pas fait le film en son direct, j'ai fait que la post-prod, c'est-à-dire à savoir que le mixage. Réponse extrêmement courte, un vaste problème. J'ajouterais juste que je ne sais pas s'il y a un son de François Musy, ce qui est marqué à la fin de Passion, mais en tous les cas, une bonne manière d'approcher le son de François Musy lorsqu'il travaille avec Jean-Luc Godard, c'est au moins de réécouter les 3 premiers Godard. Parce qu'il y a simplement un jeune homme qui travaille à son premier long métrage, et ce jeune homme grandit. Alors évidemment, il est avec Jean-Luc Godard, et Jean-Luc Godard change d'avis, change son projet, propose des films très différents. Mais je pense qu'on entend un François Musy grandir. Au moins dans le début de la carrière. Dans la suite de la carrière, c'est un peu plus difficile, parce que chaque film ayant des propositions très diverses, c'est un petit peu délicat d'avancer. Passion est le premier. Oui, oui, Passion est le premier, c'est vrai qu'il y a beaucoup de musique. Le plus beau son, et je ne sais pas si c'est une demande de Jean-Luc Godard ou si c'est une proposition de François Musy, le plus beau son, c'est quand on fait entendre une personne qui sort de l'eau alors qu'elle est derrière la caméra, en fait. La caméra s'approche et la personne qui est dans l'eau disparaît, et la seule moyen de savoir qu'elle va sortir de l'eau, qui précède le moment où la caméra va reculer et il n'y aura plus personne dans l'eau, n'est audible que par quelques gouttes d'eau en fait qu'on entend dans le mixage. Et ça, je sais pas. Mais il y a plein de choses, et évidemment que ça, comme dans tous les films, les meilleurs sons sont ceux qui se font oublier. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à écouter analytiquement un mixage ou une chose. Oui, il y a eu un grand changement dans le cinéma, c'est le passage à l'électronique, justement. Est-ce que ça a modifié quelque chose dans le rapport, notamment à l'image, le fait que on travaille en pellicule, que maintenant on travaille avec des machines entièrement électroniques? Est-ce que votre rapport avec les chefs-op a changé? C'est-à-dire qu'eux ont dû se reconvertir complètement, presque changer quelque sorte de métier. Est-ce qu'il y a eu ces changements-là dans le son aussi qui ont accompagné ce changement-là? Est-ce qu'il y a eu une modification du rapport entre l'image et le son, pour être simple? Non, non, ça, je pense qu'il n'y a pas, non, non, il n'y a pas eu de différence. Et je pense que les chefs-op, ça n'a pas, si vous posez des questions à des Renato Berta et tout, ils vous diront que oui, il y a besoin de moins de lumière sur certaines choses parce que les capteurs ont une... Mais je veux dire, faire un cadre et faire de l'image et faire de la lumière reste un travail qui est, à mon avis, identique avec ce qui était la pellicule argentique. Non, pour nous, au son, on a été que vers du plus simple et du mieux. Hein, parce que, voilà, la bande magnétique, c'était pas mal, enfin, c'était quand même pauvre et de défaut. Donc, ça, le numérique nous a quand même... Alors, par contre, ce qui a été une vraie différence, c'est qu'on a vu, entre le début du moment où on a fait la bascule entre l'analogique et le numérique, c'est l'évolution des machines. C'est-à-dire qu'au départ, c'était effectivement des machines, on va dire, relativement inférieures à ce que pouvait faire l'analogique, et que maintenant, je pense qu'on est arrivé à des choses... voilà, ce serait juste... Moi, j'ai fait des comparaisons avec, en enregistrant à la fois sur un support analogique et un support numérique. C'est quand même... Tout est plus simple, hein, quand même. Je pense qu'il y a en plus une parfaite époque pour François Musy, parce que c'est à partir des années 80, en fait, qu'il y a une accélération considérable de transformation des technologies du son. Ah ouais, tout va basculer en 10 ans, en fait. Et c'est vrai qu'on était en plein dans ce moment-là qui était assez... oui, c'était assez génial de voir toute l'évolution. C'est-à-dire, moi, je suis vraiment passé de la machine analogique de piste à l'enregistreur DAT, qui était loin d'être terrible, etc. Et très rapidement, je suis passé sur complètement autre chose. J'ai enregistré pendant 4 ans sur un ordinateur parce que le DAT, c'était vraiment pas bon. Et puis ensuite, est arrivé le Cantar. Et toutes les autres machines, évidemment, de la même génération. Après, chacun achète la machine qu'il veut. Une question en faux. Excusez-moi. Suivant votre longue carrière, en fait, est-ce que vous
vous avez vécu en fait des tournages un peu rock'n'roll, en fait, des choses, bon, c'est un peu anecdotique, mais des choses enfin, difficiles. Quoi. Enfin, je pense peut-être au Xavier Giannouille en fait à l'origine, parce que paraît-il que ça a été dur. Oui, non, il y a tout ce que les gens racontent avec une mauvaise foi absolue. Non, mais c'est comme j'ai dit à Charlotte, hein, on n'est pas en train d'opérer des bébés à cœur ouvert. On fait que du cinéma. C'est un film dur aussi. Hein, c'est un film Oui, mais c'est un film dur. Je pense que les gens qui étaient sur un vrai chantier pendant des mois et des mois, qui ont creusé des tunnels, je pense que c'est plus dur pour eux que pour nous. Le soir, on rentrait quand même à l'hôtel. Hein. Ah oui, le propos. Ah oui. Non, mais bon, pour revenir sur... Voilà, comme ça va clore le débat pour la petite histoire. Quand on nous a donné le scénario, quand Xavier m'a donné le scénario à l'origine, le scénario faisait 180 pages. Donc 180 pages, après quelques années de métier, vous dites, allez, ça fait une semaine toutes les 10 pages, donc ça fait 18 semaines. Et la première demande de la production était de me demander un devis pour 18 semaines de tournage avec une semaine de réserve, ce qui fait 19. Voilà. Et puis au bout de 3 mois, pour des raisons X, parce que les gens pensent qu'on peut toujours faire rentrer un carré dans un rond, ils ont dit on va le faire en 14 semaines. Bon, ça marche pas. Si tu coupes pas les pages, il y a un moment donné, ça rentre pas. Et voilà. Et après, ils ont joué là-dessus en disant qu'ils avaient absolument, totalement sous-estimé le travail qu'il y aurait à faire sur un chantier, à savoir travailler dans la boue, sur un décor qui fait 1 km de long, avec des machines qui pèsent 80 tonnes. Donc voilà, chaque fois qu'elle passait à côté de la caméra, il fallait tout nettoyer. Donc c'est vrai que c'est pas la même chose que de tourner dans un salon, quoi. Donc non, mais sinon, à part ça, c'était plutôt un tournage, je dirais, moi je me suis beaucoup amusé. Bien sûr, c'était fatigant, on était mouillé, il faisait froid. Et bon, voilà, ça reste quand même un bon souvenir de tournage. Et puis c'était un joli challenge de faire du son là au milieu, quoi. En sachant que je me disais que moi, je m'étais dit, quand j'étais dans la boue un samedi, j'étais assis sur un cube, et il pleuvait les cordes, et je me disais, bon, c'est pas très grave, parce qu'en plus, on prend pas des bombes, et ce soir, on dormira au sec. Et je me dis, il y a des gens, pendant 4 ans, entre 14 et 18, ils sont passés 4 ans dans les tranchées, mais ils ne rentraient pas le soir à l'hôtel. Donc ça redonnait tout d'un coup, ça relativisait un peu le... Mais non, c'était pas... Avec Xavier, c'est plutôt agréable, parce que je sais comment il travaille, même si c'est parfois difficile, c'est long, etc. Mais c'est au moins, je dirais, en fin de journée, il y a le plaisir d'avoir fait ses plans et ses sons. Voilà, il y a quand même ça comme satisfaction. Alors, y a-t-il un film ou un réalisateur avec lequel vous rêveriez de travailler? Ou un film que vous rêveriez j'arrive même pas à faire la phrase. Un film sur lequel vous auriez envie de travailler? Oui, mais il y a forcément plein de gens avec... Enfin, plein de gens, pas... Non, moi j'ai eu quand même la chance de travailler avec des gens vraiment qui ont eu des projets intéressants. Mais après, il y a des gens où vous dites, tiens, j'aimerais bien voir comment ils travaillent. Mais non, parce que sinon vous allez passer systématiquement sur le regret. Je trouve que c'est plus intéressant d'attendre et de voir quelles sont les rencontres, quoi. Parce que ce qui est on est comme les acteurs, les techniciens, c'est un métier qui dépend du désir de l'autre. Donc c'est plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a le savoir technique, on va dire ça, il y a plein de gens compétents. Puis après, il y a le rapport que vous avez, vous, avec le metteur en scène et en général le reste de l'équipe. Et puis voilà. Et là, non, je n'ai pas vraiment droit. Après, oui, on peut prendre une liste longue. Et est-ce que la transformation qui n'a aucune raison de se stopper, même si vous laissez entendre qu'elle se serait stabilisée en numérique, est-ce que vous êtes prêt à reconstruire votre studio et à l'adapter aux technologies qu'il y aura par exemple dans 5 ou 10 ans? En 10 ans, je serai à la pêche. Hein. Non, mais oui, bon, moi je sais pas. Il n'y a pas votre fils dans le studio? Si, justement, c'est pour ça que c'est... Non, mais moi, je suis un peu comme les enfants. Je veux dire, chaque fois qu'il y a un nouveau jouet qui sort, je vais aller l'essayer. Vous savez, la différence qu'il y a entre les jouets des enfants et les jouets des grands, c'est leur prix, c'est tout. Mais
Non, mais il y a un côté, moi j'ai un petit côté geek sur les trucs nouveaux qui sortent, j'ai envie d'essayer, de voir si ça marche, si c'est intéressant, et puis de voir effectivement quelle sera la philosophie des prochaines années, c'est-à-dire effectivement vers quelle orientation vont être les machines, parce qu'on en est, et puis après c'est, chaque personne aussi développe sa façon de travailler, donc c'est, voilà. Mais non, je sais pas, je ne sais pas si on verra l'image en 3D, si on verra le son en 3D, si on verra un cinéma qui se fera entièrement en hologramme. Voilà. Il y a plein de choses qui arrivent qu'on ne sait pas, qu'on verra bien. Il faudra s'adapter, quoi. Mais vous-même, vous faites des tentatives en 3D, de prise de son, par exemple, utiliser des micros qui ressemblent un peu aux caméras qu'il y a sur les voitures de Google. Mais le problème, non, mais le son, de toute façon, à partir du moment où vous faites une ambiance dans un environnement et que vous le distribuez sur un espace de diffusion qui est, on va dire, qui n'est pas que deux haut-parleurs style de la stéréo, oui, on fait, mais c'est pas je dirais que c'est pas de la 3D. Ce qui est intéressant de reproduire, c'est un espace sonore qui vous semble être le plus, on va dire, qui vous semble être harmonieux par rapport à l'espace que vous voulez créer, c'est-à-dire sur la dynamique des champs proches et des champs loin. Là, je suis en train de voir, parce qu'on est en train de tester des nouveaux micros, justement, qui s'appellent ces micros ambiphoniques. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ces micros, ce serait un peu comme une base de... C'est comme si un peintre, il mettait d'abord un peu de bleu en haut, un peu de vert au milieu, ça fait un truc un peu diffus. Et après, à partir de là, il va falloir reconstruire un espace sonore. Ce n'est pas des micros qui, à lui tout seul, va vous le poser au milieu d'une pièce, puis vous allez avoir l'ambiance assez géniale. C'est tel que ce que j'ai entendu avec mes oreilles. C'est pas vrai. Parce que vos oreilles, elles ont un truc qui est formidable, c'est de pouvoir se déplacer dans l'espace, ce que ne sait pas faire un micro. C'est-à-dire, vous allez entendre tout d'un coup, là-bas en haut, deux personnes qui font du bruit au bar avec des verres. Si vous mettez un micro, ben, il va enregistrer ça, mais tout le reste. Et donc, ça sera... Et si vous voulez recréer cet effet-là, ben, il va falloir le construire. Et pour le moment, on ne sait pas. Alors, il y a des recherches à l'IRCAM, mais là-dessus, je ne suis pas assez compétent pour répondre. Mais on ne sait pas encore, à l'heure actuelle, décomposer le son en 3 dimensions. C'est-à-dire, on a le son, il est en 2 dimensions. C'est-à-dire, dans l'espace sonore dans lequel on entend les sons, tout est dedans. C'est-à-dire, quand vous enlevez à quelque part un truc qui vous gêne, ça enlève aussi tous les autres objets qui sont dans les mêmes valeurs, on va dire, de fréquence du son. D'ailleurs, s'il y a, je vais dire n'importe quoi, mais si par exemple vous avez un oiseau qui siffle, vous voulez l'enlever, ben, ça va forcément, vous allez enlever la même chose dans la parole, la même chose dans l'ambiance, etc. Et on ne sait pas décomposer ça pour le mettre. C'est-à-dire, c'est comme si le plan qui était comme ça, vous le couchiez, puis on pouvait voir chaque tranche avec chaque son. Alors peut-être qu'un jour, les nouvelles générations le verront. Mais vous n'avez pas été amené à travailler avec l'entreprise Sony Commercial, qui travaille justement avec l'IRCAM sur la Wave Field Synthesis? Non, mais après, c'est d'autres métiers. C'est comme maintenant, il y a des gens qui font de la formation pour la 3D en immersion, avec les lunettes et tout. C'est un autre job, ça. Je ne pose pas de jugement, mais je pense que c'est la même chose que les gens qui enregistrent de la musique classique. C'est pas la même chose que d'enregistrer du rock. C'est pas la même chose que d'enregistrer les sons d'un film. Moi, je suis quand même très attaché à la manière dont on m'a appris le cinéma, à savoir, voilà, on filme des acteurs, il y a un montage, il y a une construction sonore. Après, je ne sais pas où ça va aller. Ça va dépendre tellement des moyens de reproduction, de qu'est-ce qu'on va en faire de ça. Voilà, pour le moment, c'est leur truc de la réalité virtuelle. Donc en fait, il y a toujours une adéquation entre l'atelier qu'on se constitue et l'ensemble des machines qu'on y assemble, et la réalité de la salle de cinéma prise comme premier modèle, sachant aussi que les éditions, que ce soit Blu-ray, DVD, etc., ou diffusion télé, importent aussi. Oui, c'est ça le mécanisme, en fait. Bien sûr, on est obligé de tenir compte de tout ça, mais c'est vrai que l'outil que vous avez conçu le plus près possible, on va dire, de ce que sera, on va dire, une diffusion standard. Mais le problème, c'est poser la même chose pour la musique, entre les premiers, on va dire la musique mono au début, avec des rouleaux de cire, etc. Aujourd'hui, ce qu'a été le vinyle, ce qui est redevenu le vinyle, etc.
eux aussi, ils ont toute la problématique de comment on fait un mixage pour l'enceinte hi-fi haut de gamme, pour le truc, pour les casques, voilà. Ça a forcément donné naissance à des tas de possibilités différentes d'écouter du son, quoi. Y compris tout ce qui a été quand même quelque chose d'assez malsain, c'était le format MP3, qui est vraiment un truc terrible, quoi. C'était sous prétexte de pouvoir mettre 40 000 morceaux de musique dans une petite boîte, on a décidé qu'on irait tronquer le son qu'on écoutait. Donc, voilà. Mais vous venez d'utiliser le passé, là? Ben, Parce que les gens regardent quand même beaucoup le son en MP quelque chose. ah oui, je pense, non, oui, En ce qui concerne c'était les moi qui... diffusions sur les réseaux, etc. Oui, non, c'est toujours c'est toujours le format le plus compressé du monde. Non, mais c'est sous prétexte que nos oreilles ne peuvent entendre pas tous les sons en même temps, donc on a décidé que vous aviez 4 fois la même fréquence, même si c'est pas le même instrument, on pouvait en gommer la moitié. Donc c'est quand même ça le MP3. Hein. Oui, c'est l'anti-Phil Spector. Phil Spector faisait du son mono, et il était capable d'empiler sans guitare, alors qu'il n'était pas sûr de ce que ça allait produire. Enfin, il voulait bien essayer. Il était capable, en plus, ces 100 guitares, de les prendre qu'avec un seul micro. Et maintenant, on fait effectivement l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont prises avec je ne sais combien de pistes, qui finissent avec un taux de compression qui est inimaginable. Ah ouais, et puis avec des algorithmes qui ont été pensés par des gens en se disant, bon, ça, de toute façon, ça ne s'entendra pas. Ce qui est faux. Mais le pire de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, les gens pensent que maintenant, ils montent des sons. On se retrouve, nous, avec des bouts de montage qui nous reviennent quand on est... où il y a des sons qui ont été enregistrés comme ça. Et alors, dans une salle de montage, déjà, ils n'ont pas les mêmes haut-parleurs qu'on a au mixage, donc ils s'habituent à ce son qui n'est pas forcément le plus génial du monde, mais qui sonne d'une certaine manière, on va dire. Et quand vous vous retrouvez au mixage, on va vous dire, mais pourquoi il ne sonne pas, ce son? Et alors après, pour aller expliquer que c'est pas comme ça qu'il fallait l'enregistrer. Voilà. Donc après, c'est reproduire le son autrement. Alors après, comme il faut rester optimiste, j'ai assisté récemment à une projection d'un énorme film en 4K, et la diffusion du son, comme c'était dans une salle qui n'était pas équipée en fait en Dolby Atmos, je ne sais quoi, était contrôlée par quelqu'un derrière la table de mixage. Moi, j'aime beaucoup l'invention dans les festivals de l'idée de projection qui ne soit pas totalement automatisée, ce que réclament normalement les nouveaux supports, le DCP et tout ça nécessite normalement que tout soit réglé, on ne touche à rien surtout. Et les circonstances font que si on veut une grande salle, elle est parfois non équipée avec tout ce matériel, et on se retrouve avec quelqu'un qui improvise une sorte d'interprétation du film uniquement sur la partie sonore, parce que quant à l'image, on n'y touche pas. On n'imagine pas quelqu'un changer les couleurs ou les intensités pour l'image. C'était le début du cinéma, il y avait un pianiste qui jouait au bas de l'écran. Y a-t-il une dernière question? Sachant qu'il y en aurait plein, mais il faudrait prendre à ce moment-là toute la filmographie et reprendre film après film, ce qui nous amènerait fort tard dans la nuit. Et il y a un festival qui se déroule en ce moment. Merci de votre présence et merci à François Musy d'avoir répondu. Merci à vous.